Mais la rationalité est difficile les à gens, imposer. ils comptent Ça sur nous avait l'oubli. pris un peu de temps, mais c'était Ils juste disent dans n'importe quoi et après on oublie. C'était dans Alors, l'euphorie ils changent d'avis. de la fin août, début septembre. Ouais, ouais. C'est l'heure de politique sur France 24. Bienvenue à vous. Les tempêtes s'accumulent sur la tête de l'exécutif français. Le budget qui n'est pas bouclé est désormais la fronde agricole. Les agriculteurs français ont sorti une fois encore leurs tracteurs sur les routes et leur colère face à l'épidémie de dermatose qui frappe les bovins. Une colère mêlée à la signature prochaine du probable traité de libre-échange avec l'Amérique du Sud. Après 25 ans de négociations, Emmanuel Macron tente de reculer l'échéance de la signature ce week-end. Il a reçu le soutien de l'italienne Giorgia Meloni, mais le renfort de l'Italie ne pourra pas bloquer l'accord, seulement avec quelques pays qui s'y opposent. Les agriculteurs français craignent que leur marché ne soit envahi par des produits sud-américains moins chers, avec des normes moins contraignantes. Emmanuel Macron s'agite, mais la rationalité est difficile à imposer. Ce traité permettra à l'Europe de ne pas être écrasée entre la Chine et les taxes douanières de Donald Trump. On en parle avec nos éditorialistes. Alexandra Schwarzbord, bonsoir. Vous êtes directrice adjointe de la rédaction de Libération. Merci d'être là. Bruno Jeudi, directeur de la Tribune Dimanche. Merci d'être avec nous. Bonsoir, Rosine. Bonsoir. Carole Barjon, bonsoir. Vous êtes éditorialiste à la revue Politique et parlementaire. Et Laurent Bonsoir. Geoffrin, bonsoir. Vous êtes directeur du journal Point Info. Un mot quand même sur la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, qui était à la peine pour contenir la colère des agriculteurs. Le Premier ministre a dû se saisir lui-même du dossier. On ne verra pas Sébastien Lecornu comme Gabriel Attal monter sur les bottes de foin pour apaiser les esprits. Mais comme à son habitude, il œuvre dans l'ombre des réunions. La ministre semble dépassée par la fronde. Est-ce que cela peut lui coûter son poste ? Est-ce qu'elle rame un peu, on va dire ? Je ne sais pas si on en est là, je ne crois pas que son sort en soit à ce stade. Ce qui est certain, c'est que Sébastien Lecornu, dès la fin de semaine dernière, a senti que sa ministre avait pris n'avait pas pris la mesure du dossier. En tous les cas, elle avait pris du retard en n'allant pas immédiatement dans l'Ariège. On lui a fait multiples reproches. Ce dossier est assez complexe parce qu'on lui reproche beaucoup de choses, mais en même temps, elle applique un protocole sanitaire qui est décidé par les organisations vétérinaires et les organisations de santé. Mais c'est vrai que elle a un style, même si elle est issue d'une région elle-même rurale, le Doubs, où il y a d'ailleurs eu un cas de dermatose qui s'est plutôt mieux passé qu'en Occitanie. Elle a sans doute manqué un peu d'empathie avec une situation qui relève aussi beaucoup de l'émotionnel. Abattre un troupeau, c'est très, très compliqué. C'est d'une brutalité sans nom. Et sans doute qu'elle a manqué un peu ça. Et que Sébastien Lecornu, lui-même élu de l'Eure, qui connaît bien aussi ces milieux-là, a bien compris la semaine dernière que ça allait mal se passer, donc il a essayé d'anticiper la décision quand même des 750 000 bovins qui vont être vaccinés rassure une partie des paysans. Après, c'est vrai qu'en Occitanie, il y a une situation particulière où vous avez à la fois la Confédération paysanne et la coordination rurale qui ont fait un peu jonction sur fond de difficultés qui n'ont pas été résolues depuis l'hiver 2024. Et forcément, tout ça est en train de faire mauvaise mayonnaise, si je puis dire, avec le Mercosur, qui est en réalité le vrai problème agricole. La dermatose est une crise conjoncturelle, mais c'est le Mercosur qui est la vraie crise, et qui là pourrait entraîner aussi la FNSEA, qui est restée en retrait, parce qu'elle a validé le protocole sanitaire imposé par le ministère. Oui, peut-être Laurent, il y a une forme d'irrationalité chez certains agriculteurs. Alors on comprend, parce que Bruno le disait à l'instant, c'est difficile de voir partir ces bêtes à l'abattage, mais ils ne veulent pas. C'est une épreuve terrible. Mais il n'y a pas d'option. Les éleveurs s'attachent à leurs bêtes, c'est normal, c'est humain, j'allais dire. Oui. Et deuxièmement, pour constituer un troupeau, il faut des années, pour ne pas dire des décennies de travail acharné pour un revenu qui est nul, qui est petit, quoi. Et avec des horaires de travail qui sont de 10-12 heures par jour. Donc évidemment, c'est une catastrophe. Mais ça, c'est la réaction normale, logique, compréhensible des agriculteurs qui sont touchés directement. Mais les organisations, elles, là, je trouve que
C'est pas normal, quoi. C'est quand même injuste qu'on fasse porter le chapeau à la ministre. Qu'est-ce qu'elle a fait, la ministre? Elle s'est tournée vers les spécialistes. Vers les Elle a dit qu'est-ce qu'il faut ouais. faire dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on fait en général dans ce cas-là, en gros, hein? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? En Espagne, en Italie, dans les Deux-Savoie, dans d'autres pays, on a fait ce ce qu'elle préconise de faire, c'est-à-dire qu'on essaye de confiner le mal et qu'on abat les troupeaux. Pourquoi est-ce qu'on abat les troupeaux? C'est parce que la période d'incubation est longue. Donc, si vous avez une bête malade, vous la battez. C'est pas très... Mais vous ne pouvez pas savoir si les autres sont contaminés ou pas. Et donc, dans le doute, on est obligé d'abattre tout le troupeau de l'endroit où on est. Et de vacciner alentour et d'interdire complètement les voyages. C'est ça la vérité. Et on n'a pas trouvé mieux pour l'instant. Si on trouve mieux, tant mieux, mais ce n'est pas le cas. Et le risque, c'est que si on ne le fait pas, on pourra se retourner contre la ministre en disant « vous avez laissé courir le virus ». Si le cheptel est contaminé au-delà de la région Occitanie, ce qui est déjà beaucoup, mais imaginons qu'il se répande ce qui s'est passé, je crois, en Turquie, où on n'a pas réagi de manière suffisamment vigoureuse. Le virus est resté nuisible et meurtrier pendant 4 ans ou 5 ans. Ça a touché tout le troupeau, enfin tout le cheptel turc. Donc c'est ça que craignent les autorités. Alors comme c'est une hypothèse qui peut ou ne peut se réaliser ou non, les gens n'en parlent pas trop. Ils disent on abat les bêtes, c'est scandaleux. Mais c'est scandaleux, c'est vrai, mais il n'y a pas d'autre solution. Et donc accuser la ministre, il y a quand même des gens je ne sais plus lequel des 2 syndicats qui ont accusé la ministre de faire exprès d'abattre les troupeaux pour se débarrasser des petits éleveurs. Il faut être dingue, quoi. Et de la même manière, il y a une partie de ces manifestants, qui ne sont pas forcément des éleveurs eux-mêmes d'ailleurs, qui vont menacer de mort les vétérinaires. Moi, je sais ce que c'est que d'être vétérinaire. Non pas que je l'ai été moi, mais enfin, dans ma famille, il y avait des vétérinaires. Ce sont des gens qui sont dévoués à la cause agricole et aux paysans. Les menacer de mort parce qu'ils mettent en œuvre un protocole dont ils estiment qu'il est le seul possible, c'est complètement dingue. Et on retrouve les mêmes réflexes et les mêmes préjugés qu'au moment du Covid, c'est les mêmes. Exactement. C'est-à-dire, les vaccins tuent, le professeur Raoult est une idole, les autorités mentent, elles sont achetées par les labos pharmaceutiques. Là, c'est pareil, c'est les mêmes réflexes. Sans aucune preuve, on accuse les gens d'être des assassins ou d'être des gens qui veulent la mort de l'agriculture. Enfin, c'est complètement dingue. Donc il faudrait essayer quand même de ramener un peu de raison dans cette affaire et d'expliquer que ce protocole n'a pas été imaginé pour sadiser le monde agricole. C'est pas vrai. Oui, c'est à la fois la radicalité, le mariage de la radicalité, de l'irrationnel, Alexandra. Oui, alors le problème, c'est qu'il y a plusieurs histoires dans l'histoire, ou plutôt plusieurs strates. Dans ce problème agricole. La dermatose, finalement, le problème de la dermatose, c'est juste en fait, c'est la goutte d'eau. C'est la goutte d'eau, mais il faut bien voir qu'il y a quand même structurellement une colère du monde agricole qui n'est toujours pas apaisée. Ça fait des années, et elle est pas récente. Hein. Ça fait des années, souvenez-vous, à chaque veille de salon de l'agriculture, il y a des manifestations. Les agriculteurs se sentent pas aidés, mal aimés, parce qu'évidemment, et notamment les éleveurs de bovins, parce que les habitudes de consommation changent, on mange moins de viande rouge, et puis ils se sentent pas aidés par le pouvoir politique. Et l'instabilité politique qu'a connue la France depuis la dissolution n'a pas aidé, avec des ministres de l'agriculture qui se sont succédés. Bref, il y a un terreau, si je puis dire, dans lequel cette colère due à la dermatose a prospéré. Et là-dessus, vous rajoutez, comme le disait Bruno Jeudi, le problème du Mercosur qui arrive pile au moment où la colère due à la dermatose est à son apogée. Et ça, les agriculteurs ont bien compris qu'ils avaient une opportunité pour essayer de faire peur au pouvoir à Paris, au pouvoir politique. Parce que là, ils menacent plus ou moins de bloquer le pays à la veille de Noël. Demain, je vous le rappelle, ce sont les départs en vacances. On voit bien que dans le sud-ouest, il y a des points de blocage qui pourraient grossir si l'épidémie se développait ou s'ils n'avaient pas les réponses qu'ils attendent. Et le Mercosur, dans ce contexte-là, c'est très intéressant parce que pour les éleveurs de bovins, c'est justement les éleveurs de bovins qui sont menacés par le Mercosur. Il y aura des gagnants et des perdants. Et les perdants, ce sont les éleveurs de bovins, alors que les viticulteurs, ils sont plutôt gagnants. Donc,
Voilà, ça explique aussi pourquoi tout à coup cette colère s'est développée et Emmanuel Macron est très embêté. Est très embêté à juste titre, parce que là, il n'a pas vu venir tout ça. Il n'avait pas prévu que la dermatose arriverait pile au moment des négociations sur le Mercosur, traité qu'il avait plutôt soutenu. Il a obtenu en plus de Bruxelles plusieurs exigences qu'il avait formulées auprès de Bruxelles pour que ce soit moins dur pour la filière bovine, ont été mises en œuvre par Bruxelles, notamment si jamais, en cas de signature du traité, si les baisses si la filière bovine en souffre trop, il y aura moyen de compenser, et également tout ce que réclament les écolos, c'est-à-dire tout ce qui est, normes sanitaires. Les normes sanitaires vont être observées de beaucoup plus près. Bref, c'est intéressant ce qu'il a obtenu. Et malgré tout, il ne veut pas le signer. Il ne veut pas signer ce traité parce qu'il voit bien que s'il le signe, alors là, le pire est à craindre. La question, Carole, vous allez peut-être nous éclairer. Donc Sûrement. Emmanuel Macron qui s'agite sur la scène européenne pour justement repousser cet accord, mais il n'est aidé que dans le fond l'Italie. Oui, si, enfin, non, il y a 4 pays. Non, il y a 4 pays. Il y a 4 pays, plus l'Italie qui vient de se... qui permettaient de former ce qu'on appelle une minorité de blocage. Alors, Il y a la Pologne, Ouais. la Hongrie, la France, Ouais. et depuis hier, effectivement, l'Italie. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron et Pardon. vous poursuivez. On écoute Emmanuel Macron. Je veux qu'on traite comme il se doit. Notre agriculture, on doit être respecté. Et nos agriculteurs qui ont déjà énormément de défis, et on le voit en France, mais c'est vrai dans d'autres pays, pour qui c'est si difficile et qui ont à se battre contre des épizooties. On a la dermatose en France qui touche beaucoup de nos éleveurs, pour qui j'ai une immense pensée ce matin. Beaucoup de nos secteurs qui ont déjà des difficultés, on ne peut pas aujourd'hui les sacrifier sur cet accord, ça n'est pas sérieux. Voilà, Carole, et toute la question est le poids du président français. C'est bien pour ça que jusqu'à hier, il était un peu tout seul avec la Pologne et la Hongrie qui ne veulent pas qu'on signe ce traité avec le Mercosur, contrairement au reste des pays européens. Et depuis hier, il a eu le renfort de Giorgia Meloni, de l'Italie, mais qui est un renfort, c'est pas, on ne veut pas de ce traité, c'est, il faut attendre un peu, Oui. c'est peut-être prématuré. Oui, non, mais c'est pas la même chose. Attendre. C'est prématuré et il faut effectivement contrôler qu'il y ait bien des clauses de sauvegarde, etc. Bon, ce qu'a approuvé, je crois, le Parlement européen. Donc, ça donne un tout petit peu d'air à Emmanuel Macron. Mais est-ce que, pour autant, Ursula von der Leyen, qui avait prévu de se rendre au Mexique samedi... C'est pas au Brésil Au Brésil, pardon. Samedi, pour signer ce fameux traité, elle a dit qu'elle y allait de toute façon. Donc, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Alors, on va écouter le... Oui, Non, pardon, mais... vous avez fini votre démonstration? Non, ce que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est que Emmanuel Macron était à fond pour ce traité au départ. Mais oui, à l'origine. ça fait 25 ans qu'on négocie. Voilà, il disait que ça allait dans la très bonne direction en 2019, etc. Et puis depuis, effectivement, il a pris conscience d'un certain nombre de réalités, notamment pour les agriculteurs et les éleveurs en particulier, parce que ça peut pénaliser effectivement les ventes de viande bovine. Mais ça, on le savait, mais c'est ce que disait Alexandra, qui est juste. Mais c'est pas nouveau. Ça s'est percuté avec, avec l'épidémie de dermatose. Je suis d'accord. Le seul truc, c'est qu'ils ne pouvaient pas prévoir. Oui et non, parce que le premier cas a été décelé en juin. De dermatose. Oui, mais en juillet, il y a eu la réunion du comité de politique sanitaire animale, etc., qui a défini la stratégie qui est la même que celle qu'avaient suivi l'Italie, l'Espagne et la Grèce qui avait été très touchée. Oui, mais il l'avait éradiqué. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. C'est ça, oui. Voilà. Il l'avait éradiqué, oui, mais... c'est difficile de prévoir qu'on allait avoir un cas dans les Pyrénées. Non, mais pas en 3 semaines. Et là, de juillet à décembre, il y a quoi? Il y a 6 mois. Ouais. C'est pas beaucoup. Bruno, on va écouter le président brésilien Lula qui menace, si le traité n'est pas signé, qu'il se tournera
vers d'autres continents, en l'occurrence l'Asie. On l'écoute. Voilà 26 ans que nous attendons cet accord. 26 ans. L'accord est plus favorable pour eux que pour nous. Je vous le redis, l'accord est plus favorable pour eux que pour nous. Macron ne veut pas le faire à cause de ses agriculteurs et l'Italie non plus. Et on ne sait pas pourquoi. Voilà, il a bien compris les choses, le président Lula. Et la question, il est vrai, est cornélienne. C'est-à-dire que est-ce qu'on sacrifie une part des agriculteurs, ceux qui seront perdants, à un traité de libre-échange qui va favoriser certaines filières, bien évidemment, et au-delà, un accord pour éviter que la Chine mange tout. Oui, Lula met la pression parce que cet accord, il a déjà été reporté plusieurs fois, l'accord. Il a déjà été reporté une première fois largement sous pression de la France. Il faut dire à nos téléspectateurs que cet accord, c'est pas seulement un accord agricole, ça comprend, c'est un traité de libre-échange. Donc les Allemands veulent vendre des voitures parce qu'ils en vendent moins aux États-Unis. Donc il faut chercher des débouchés sur le marché sud-américain. Et c'est un accord qui présente aussi beaucoup d'avantages pour beaucoup de secteurs, y compris pour les Français. Et d'ailleurs, Giorgia Meloni est venue à la rescousse d'Emmanuel Macron dans la dernière ligne droite parce que ces industriels, et c'est un pays qui exporte beaucoup, sont très intéressés par cet accord Mercosur. Elle a des tirages dans sa coalition parce que en gros on l'accuse de ne pas soutenir ses agriculteurs alors qu'Emmanuel Macron le fait, ce qui est assez paradoxal lorsqu'Emmanuel Macron est critiqué par l'extrême droite en France parce qu'il ne soutiendrait pas l'agriculture française. Mais passons. Donc en fait on voit bien que c'est la difficulté de trouver un accord entre 27 sur un accord évidemment qui met l'agriculture française qui reste quand même longtemps été quand même une des forces de l'économie française, qui l'est moins aujourd'hui, il faut le dire, et surtout d'un accord qui, aux yeux de la France, n'est pas suffisant parce qu'il n'y a pas les clauses miroirs, il n'y a pas les contrôles sanitaires suffisants côté sud-américain, donc il y a un certain nombre de garanties qui ne sont pas là. Et les clauses miroirs, c'est que l'Amérique latine ait les mêmes normes, parce que c'est ça la grande grande difficulté, et y compris à l'intérieur de l'agriculture française, il y a des secteurs, des filières qui, elles, sont plutôt satisfaits de cet accord. Donc c'est assez complexe, en fait, y compris dans le monde agricole. Mais c'est vrai qu'une partie de la paysannerie française va se trouver en difficulté avec cet accord du Mercosur. Ce qui est intéressant, c'est que, et ça, si on dézoome un petit peu, et je pense qu'en ce moment, vu le contexte géopolitique actuel, il faut dézoomer ce genre de sujet. Quand ce traité a commencé à être discuté, donc Lula l'a rappelé, il y a plus de 20 ans, il y a 25 ans, le monde c'était un autre monde que celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. La France, l'Europe avaient des alliés un peu partout. Aujourd'hui, l'Europe est prise en tenaille entre deux ennemis. Les États-Unis, puisque les États-Unis, malheureusement, il faut bien le reconnaître, sont devenus, en tout cas les autorités américaines sont devenues des ennemis de l'Europe, qui ne rêvent que de détruire l'Europe, et évidemment Vladimir Poutine en Russie. Donc l'Europe est prise en tenaille entre ces deux ennemis. Elle n'a plus d'alliés. Les 5 pays d'Amérique latine avec qui le traité du Mercosur est négocié, ce sont les derniers alliés de l'Europe, presque, si vous voulez. Et l'Europe a un besoin vital d'allier en ce moment, parce qu'elle est seule. Oui. Elle est totalement seule et elle n'est pas sûre donc du tout. Donc vous êtes en train de dire qu'il faut que ce traité soit signé. Aujourd'hui, je pense que je n'aurais peut-être pas dit ça il y a 5 ans dans le contexte international de l'époque, parce qu'en effet, il y a toutes les normes qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, mais encore que si Bruxelles arrive à exiger que les normes soient remises à niveau, pourquoi pas. Et je pense qu'il faut surtout que l'Europe se préserve des alliés. Elle ne peut pas se couper du Brésil de Lula, c'est pas possible. Et donc là, elle joue c'est presque les 2 jours, jeudi, vendredi, qui sont en train de se jouer à Bruxelles, plus la négociation sur les avoirs russes, c'est ces 2 négociations qui se tiennent en parallèle. Si Bruxelles lâche là-dessus et décide de ne pas garder, de laisser filer les avoirs russes, c'est les Américains qui vont mettre la main dessus, et l'Europe aura
sacrément perdu en influence sur ces deux tableaux, Mercosur et la voie russe. Donc c'est presque l'avenir de l'Europe, en tout cas l'influence de l'Europe qui se joue. C'est en cette fin de semaine à Bruxelles, c'est très très important. Laurent, vous êtes d'accord, l'Europe joue aujourd'hui son avenir sur ces deux sujets-là, les avoirs russes et sur... Arithmétiquement et sur le papier, on a intérêt à signer cet accord parce que la somme des avantages pour les Européens est en principe supérieure à la somme des inconvénients. Et le problème, c'est qu'on va sacrifier une partie de la paysannerie, forcément, puisqu'elle sera soumise à une concurrence plus forte. Et il y a un autre argument qui vient se greffer là-dessus, qui est important, c'est que c'est l'argument qui émane des écologistes. Parce qu'ils disent, voilà, on va importer des produits qui sont soumis à des normes moins contraignantes, on va importer des produits dont la production entraîne la déforestation en Amérique latine, et on va exporter beaucoup plus facilement des produits industriels, comme les automobiles, qui sont moins soumis aux normes environnementales qu'en Europe. Les Allemands pourront vendre des voitures thermiques beaucoup plus facilement en Amérique latine. Donc d'un strict point de vue environnemental, ils disent, alors, ils ont raison, ils ont tort, une discussion, mais en tout cas, c'est un argument assez fort, ils disent l'ensemble de l'accord est contraire aux intérêts de la planète. Parce que le libre-échange finit par créer trop de nuisances pour l'environnement et de gaz carbonique. Cet argument est assez fort. Alors évidemment, dans l'opinion, les écologistes ont moins d'influence que les agriculteurs. Mais c'est une réalité. Je crois que c'est une réalité écologique, cette affaire. C'est une vraie réalité écologique. Non, mais Laurent Geoffrin a raison. Mais je pense qu'avec les mesures prises par Bruxelles il y a 2 jours, il y a moyen d'éviter justement que l'importation de produits qui ne correspondent pas du tout à nos normes. En tout cas, de limiter les dégâts. Un dernier point, c'est qu'il ne faut pas aussi perdre de vue que cet accord, les Allemands sont largement à la manœuvre pour le conclure, parce qu'ils en ont absolument besoin. Ils ont tout intérêt. Et le chancelier Merz est quand même aussi lui-même, en matière de politique intérieure, il a aussi des choses à gérer. Et c'est vrai qu'Alexandra a raison, là, il y a 2 négociations très fortes elles ne sont pas liées, mais c'est vrai que la France et l'Allemagne peuvent se séparer un peu en tous les cas sur l'accord du Mercosur. Et ça, il y a impérativement, si l'Europe veut rester forte et unie, il y a impérativement besoin que la France et l'Allemagne ne se fâchent pas. Parce que là, ce serait vraiment... Parce que la faiblesse de l'Europe, c'est l'économie. Comment dire, je ne sais pas si c'est mal parti, mais en tout cas, on a bien vu que sur l'histoire des véhicules thermiques, dont on annonçait la fin en 2035. C'est votre chronique d'ailleurs, votre édito. À la suite du Green Deal, enfin dans la foulée du Green Deal européen, on a bien vu que la France était effectivement pour qu'on reporte cette date parce que c'était trop brutal, trop mal préparé, etc., que les voitures électriques coûtent encore trop cher pour le commun des mortels, etc. Mais que ce qui a remporté la décision du report, et c'est même pas, enfin, en tout cas de cette volte-face incroyable de la Commission européenne, ce sont les Allemands. C'est l'Allemagne. Ce sont les Allemands quand ils s'y sont mis. Alors là, ça a été tout de suite fait. Donc, je me demande si sur le Mercosur, ce ne sont pas les Allemands effectivement qui vont emporter le morceau. Donc, ce sera signé. Est-ce que là, on est dans la enfin, pas dans la gesticulation, parce que ça dépend du nombre de pays qui sont contre. Pardon ? C'est pas joué en fait, non ? C'est pas joué. Non, c'est pas joué. Effectivement, c'est pas joué. Il faut une majorité qualifiée. Alors ça dépend. C'est vrai qu'en début de semaine, ça semblait jouer. À partir du moment où l'Italie quand même rejoint la France, et si l'Italie tient avec la France jusqu'au bout, c'est quand même compliqué d'avoir ce traité qui serait avec 2 pays fondateurs qui ne seraient pas d'accord. Mais ça fait une minorité de blocage. C'est quand même compliqué, c'est sûr. Mais il faut que l'Italie elle tienne jusqu'au bout. Dans les négociations, l'Italie peut aussi trouver au dernier moment que les garanties sont suffisantes. Et Emmanuel Macron, dont les derniers, comment dirais-je, la seule chose qu'il avait gardée de ces dernières années, ce sont ses convictions européennes. C'est la seule chose qui lui reste, parce que tout le reste, il a lâché.
là, même ses convictions européennes, il est prêt à les sacrifier et à s'allier avec l'Italie de Meloni et la Hongrie d'Orban. Donc là, on voit à quel point il est aux abois. Et c'est très, très inquiétant pour les mois qui viennent pour l'Europe. Parce que là, on voit qu'il y a une espèce de fossé qui se creuse. Oui, donc il n'obéit plus à sa passion européenne, mais à sa passion française, si je Non, mais puis il essaye Non, je sais pas si on peut dire d'éteindre ça. l'incendie. Oui. avec Il essaie ça, d'éteindre l'incendie agricole. Et puis, il a Non, pris je des crois engagements aussi avec les agriculteurs plusieurs fois sur ce dossier. Il est venu à tous les salons. Il s'est beaucoup engagé sur le Mercosur. Là, il faut quand même voir que dans la crise de la dermatose, la FNSEA est avec le gouvernement. Donc, c'est assez complexe. Oui, aussi, elle est avec la gouvernement Pour l'instant. sur la dermatose, mais pas sur le Mercosur. Voilà. Donc, tout ça, c'est aussi de la négociation. Donc, c'est compliqué pour Emmanuel Mais Macron. C'est moi, vraiment je- le dossier très, très embarrassant pour lui à gérer dans un moment politique qui est évidemment complexe parce que Emmanuel Macron, il est au plus bas dans les sondages et il est déjà passé par pertes et profits s'agissant de ce mandat, quoi. Je voudrais qu'on parle c'est une scénette télévisuelle, mais qui en dit beaucoup. Pour Jordan Bardella, donc le président du Rassemblement national, s'est fait moquer samedi dernier sur le plateau de France 2. La journaliste Léa Salamé lui pose 2 questions. La première, quelle question poseriez-vous à Nicolas Sarkozy? Il répond, d'où tire-t-il cette énergie? Deuxième question avec la photo de Donald Trump. Quelle question vous lui poseriez? Il répond, il hésite un peu. D'où tire-t-il son énergie? Donc gros malaise sur le plateau. Mais au-delà de ça, ça pose 2 questions. Alors la première, c'est, on a compris, sorti de ses fiches, il flotte. Mais la deuxième question, qui à mes yeux est plus fondamentale, il ne peut pas critiquer, il ne veut pas critiquer, ou il ne peut pas, je ne sais pas, Donald Trump. Et pourtant, il pense la même chose que lui. Donc la question, c'est pourquoi il n'assume pas. Est-ce que c'est parce que, dans le fond, Donald Trump est mal vu en France et qu'il plaide pour l'homme blanc, macho, autoritaire? Pourquoi, dans Il est le mal fond... vu pour beaucoup de raisons, pas seulement celle-là. Ben oui, mais... Non, mais ce qui se passe, c'est que l'extrême droite nationaliste, c'est devenu le parti de l'étranger maintenant. C'est-à-dire que c'est des gens qui trahissent la France au profit du gouvernement américain. C'est ça la vérité. Ils ont les mêmes idées d'abord. Oui, Ça peut arriver. Mais en plus, ils n'osent pas s'opposer à lui, quoi. La preuve, ils n'osent même pas le critiquer. Ils disent, oui, il a beaucoup d'énergie. C'est une façon de dire, je ne veux pas en dire du mal. C'est ça qui me frappe, c'est que... mais c'est souvent le cas des nationalistes, hein, si on rentre dans l'histoire. Une espèce de club. Ils sont en train de rejoindre Trump. Ils ont rejoint Trump, pas seulement sur il y a trop d'immigrés, etc., mais pour détruire de l'intérieur l'Union européenne. C'est un de leurs buts. C'est ça qui est plus grave. Et pour faire en sorte que l'Ukraine s'écrase devant la Russie. C'est leur ligne aussi. Et c'est celle de Trump. Donc c'est vraiment un Donc parti... c'est à triple Ce sont détente. 2 partis, le Reconquête et le Rassemblement national, qui sont voués à être les pions... de la stratégie de Donald Les Trump. chevaux de Troie. Chevaux de Trump. Et aussi, qui ont aussi des accointances, qui avaient en tout cas longtemps des accointances avec la Russie. Donc tout à l'heure, quand je parlais de l'Europe qui est prise en étau entre ces 2 ennemis, les États-Unis et la Russie, il faut bien voir que le RN a des sympathies pour ces 2 ennemis-là, qui veulent détruire l'Europe et détruire surtout la démocratie et la liberté. C'est ça qu'il faut bien souligner. Donc Jordan Bardella, sous ses airs lisses, et de gendre idéal, en fait, il est proche de ces 2 ennemis de la démocratie. Mais oui, et de mais la liberté. alors, je repose en ma même question. temps- Pourquoi il assume pas totalement? Non, mais alors, Je veux dire- d'abord, bon. je veux dire, D'abord, ce qu'on peut l'extrême quand même gauche assume plein de juste trucs. remarquer Et l'extrême droite, non. sur Oui. la réponse qui fait Léa Salamé quand il dit voilà, d'où tire-vous votre énergie, et une deuxième fois c'est la question qu'il pose. Bon, c'est vrai que c'est pas vraiment, on peut remarquer que c'est pas vraiment une question sur
sur des dossiers lourds, Oui, ou oui, sur le fond. Première remarque. La deuxième, c'est qu'ils sont quand même d'accord sur un certain nombre de choses. Ben oui. Donc, qu'ils ne volent pas dans les plumes de Trump, il y a évidemment peut-être les raisons que vient de donner Laurent sur le fait qu'au fond, ce sont des ennemis de l'Union européenne et qui veulent la détruire de l'intérieur, mais enfin sur tout un tas d'autres sujets qui ont fait aussi la victoire de Donald Trump, ils sont plutôt d'accord sur l'immigration, l'anti-wokisme. oui. Donc, qui ne critique pas Trump. Non, parce que vous avez l'air de dire, il n'ose pas le critiquer. Mais oui, moi, je ne pense pas qu'il n'ose pas. Je pense que c'est parce qu'il n'a pas envie de le critiquer. Oui, Non, mais je sais. ça revient au même, ouais. Mais non, mais j'entends bien. Mais il pourrait assumer le fait d'accord qu'il avec lui. partage les mêmes idées, c'est Bruno. C'est difficile. Il reste dans l'ambiguïté, oui, c'est non, mais difficile de d'accord, ce côté-là de l'Atlantique, et pour beaucoup de pays d'Europe, le soutien à Trump, c'est quand même difficile quand on voit ce que Trump dit des Européens, donc c'est quand même assez compliqué pour un parti dit nationaliste Trump n'est pas aimé en de France. s'aligner derrière Trump. Donc du coup, comme sur beaucoup de sujets, parce que finalement c'est ça, Jordan Bardella, beaucoup de sujets, il entretient le flou, capable de dire un peu le tout et Donc, son contraire. comment il va tenir avec cette Vous voyez ambiguïté? bien sur la crise de la DNC, ils ont à la fois, alors ils avaient pas de mots assez durs pour critiquer le gouvernement, et puis finalement quand on rentre dans le détail, quand on demande ce qu'il ferait à leur place, grosso modo il ferait la même chose. Donc sur beaucoup de choses, sur la guerre en Ukraine, vous l'avez pas passé la semaine dernière à BFM TV, sur le débat interrogé par les Français. Il a pataugé complet sur l'Ukraine. À la fin, vous ne savez pas ce qu'il pense, vous ne savez pas ce qu'il veut. Donc, sur beaucoup de sujets. C'est pour ça que moi, je suis assez surpris. Bon, c'est très très loin l'échéance présidentielle. Une présidentielle, c'est beaucoup de pression. C'est compliqué pour Jordan Bardella de tenir, parce que vous êtes quand même obligé de sortir un peu de l'ambiguïté pendant une campagne présidentielle. C'est dur de tenir sans afficher des choses précises. On ne peut pas ne rien dire. On ne peut pas ne rien dire. Ça va être C'est Sur clair. Trump, on voit bien qu'il y a un problème, parce qu'il pourrait très bien dire, effectivement, je suis pour Trump. Voilà. Mais ça ne plaît pas en France. Ouais. Mais c'est pas que ça ne plaît pas en France, c'est que c'est une position impossible à tenir. À moins d'être un peu dingue. Trump, il ment tout le temps. Mais encore, il insulte les gens. Enfin, c'est un truc. Non, mais Trump n'aime pas impossible. l'Europe et le Rassemblement Il veut national annexer le n'aime pas l'Europe. Groenland. Il dit que Poutine a raison contre. Enfin, c'est absolument impossible. Il avait déjà été pris. Qu'on soit de droite ou de gauche, c'est pas la question. Ouais. Le style Trump est impossible à assumer en Europe. Vous vous souvenez On est hors du champ politique. Il avait quitté précipitamment l'Amérique. Il était allé devant une fondation au moment de l'installation de Donald Trump. Oui. Et après des déclarations de J.D. Vance, il avait voulu marquer son opposition, et il était parti. Parce qu'ils faisaient des saluts nazis, les mecs. Voilà, je ne sais plus ce que c'était. Et du coup, il était parti, parce qu'il avait fait tout le voyage pour finalement faire demi-tour avant même d'avoir participé à la convention. Alexandra, le 13 décembre dernier, votre journal Libération a publié une enquête sur Jordan Bardella, et le résultat est édifiant. Hein. Le succès du président du RN, si je résume, n'est dû qu'à sa communication rodée, verrouillée. Et votre éditorialiste se pose dans le journal cette question. Cette stratégie, ce qui revient un peu à ce que dit Bruno, cette stratégie qui marche en pré-campagne électorale, tiendra-t-elle à 3 mois de la présidentielle, quand chaque mot, expression, silence, et là je cite votre éditorialiste, Paul Quignot, sera scruté à la loupe? Oui, c'est Paul Quignot qui faisait l'édito sur cette formidable enquête de Sophie Desdésert sur Jordan Bardella. Ce qu'elle montrait surtout, et alors en effet, elle parlait beaucoup de cette ambiguïté dont on ne sort souvent qu'à son détriment. Et donc ça, Jordan Bardella, il a bien compris qu'il avait intérêt à en dire le moins possible, parce que derrière, il n'y a pas grand-chose. Mais surtout, ce qu'elle montrait, c'était, comment dire... le verrouillage. Il n'y a pas grand monde autour de lui, finalement. Il a un petit boys club, que des hommes, très hermétique, y compris avec les équipes de Marine Le Pen. Mais Totalement.
C'est ça qui est... C'est ça. Et le problème, c'est que tout le monde, tous ces gens-là se regardent, s'épient, ont peur les uns des autres, se cachent. Oui. Et le fossé ne cesse de se creuser entre Marine Le Pen et Jordan Bardella, parce qu'évidemment, Jordan Bardella est en train de devenir, de prendre toute la lumière, alors que Marine Le Pen a l'air de disparaître plus ou moins des écrans radars à cause de ses problèmes judiciaires, et aussi parce que tout à coup, aux yeux des électeurs du RN, elle paraît presque ringarde à côté de Jordan Bardella. Donc, si vous voulez, elle a beaucoup de mal à le vivre, ce qu'on peut comprendre. Surtout que là, c'était son moment. Elle pensait elle pensait que ce serait son moment. Depuis le temps qu'elle attend, qu'elle a raté. Elle se fait griller la politesse. Et donc, voilà, ce qui montrait surtout cette enquête, c'était cette espèce de il écoute personne, il est, à part quelques très proches, 3-4 personnes, et donc c'est finalement quelqu'un qui avance comme ça au gré du vent, qui avait beaucoup misé sur ses livres. Ce que Marine Le Pen n'a jamais réussi à faire, c'est ce qu'elle racontait, c'était assez intéressant. C'est que il a eu, pour une raison qu'on ne s'explique pas, un succès. Il a très bien vendu, en tout cas son premier livre, mais il a bénéficié de tout. Il a bénéficié de tout le poids de Bolloré, qui est à fond derrière lui, qui l'appuie et qui le soutient. Et si vous voulez, ça crée des tensions avec Marine Le Pen. Je ne parle même pas de Marion Maréchal, qui aussi, elle, aimerait bien se glisser quelque part, mais qui est un peu tenue à l'écart. Donc voilà, donc tout ça, ça fait une ambiance quand même à 1 an et demi de la présidentielle. Ça peut, on sent que, comme le disait Bruno jeudi, on sent qu'il y a quand même il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot et on sent que ça peut, la bulle peut éclater. En plein vol. Et alors d'ailleurs, Carole, c'est intéressant, parce que quand on regarde les audiences, Bruno, vous allez nous confirmer, mais lorsqu'il est passé sur BFM, 22h48, déjà 1 million de personnes qui le regardent. Donc ça veut dire que pourquoi il attire comme ça les téléspectateurs? Est-ce que dans le fond, les Français essaient de sonder l'insondable, c'est-à-dire qui est ce personnage? Est-ce qu'il est en plastique? Est-ce que non, c'est sous ces effets de gendre idéal? Est-ce qu'on le regarde pour essayer de savoir qui il est, dans le fond? Il y a une première raison qui est, quand vous rencontrez tous les politologues, etc., c'est qu'ils vous disent, voilà, il y a beaucoup de Français qui se disent, au fond, voilà, on a essayé tous les autres, donc maintenant, après tout, essayons. Et il a... Par rapport à Marine Le Pen, il a le privilège de la nouveauté et de la jeunesse. Bon, et de pas s'appeler donc, Le Pen. pardon. Et de ne pas s'appeler Le Pen. Exactement. Donc, ça peut marquer une rupture et il est assez populaire chez les jeunes, c'est clair. Donc, il y a ça. Maintenant, au-delà du fait que je suis complètement d'accord avec le nombre de questions qui vont se poser à lui, parce que, comme vous savez, on dit qu'une campagne présidentielle, vous savez, c'est une lessiveuse. Bon, donc, si jamais il était candidat, il passe à la lessiveuse. Bon, et dans quel état il en sort ? Personne ne le sait, mais on peut émettre un doute. Maintenant, moi, je ne crois pas du tout, ou alors c'est qu'il serait vraiment complètement idiot. Je ne crois pas qu'il va se dissocier de Marine Le Pen. Il ne peut pas. C'est elle qui exactement. C'est elle qui voilà. va se dissocier. Je suis d'accord. Lui ne fera jamais aucune agression. Ça serait absolument terrible comme image d'infidélité, enfin bref, de trahison. C'est quand même elle qui l'a fait. En revanche, effectivement... On sait qu'en politique, la loyauté n'est pas la première vertu. On peut se demander si dans ce camp-là, ça n'est pas la spécificité familiale qui l'emporte. C'est-à-dire que, au fond, c'est la marque Le Pen. C'est la marque Le Pen, voilà. Et à partir de là, est-ce qu'elle va lui mettre des bâtons dans les roues ou tout est possible. Laurent, vous avez une vision là-dessus? Je pense qu'il est doué. Quel âge il a? Il a 30 et... Il a 30 ans. Il est leader national à 30 ans, alors qu'il n'a jamais rien fait, sinon militer au Rassemblement national.
Donc il a quand même quelque chose que beaucoup d'autres n'ont pas. C'est un peu comme Attal, quoi. C'est pas du tout les mêmes personnages, Oui, mais oui, non, compte tenu de la précocité, quoi, il est très capable, il parle bien, il est intelligent, il sait répondre, etc. Il n'a pas beaucoup de répartie, manifestement, parce que là, il s'est fait prendre. Il n'a pas su trouver le mot juste ou le mot un peu drôle qui pourrait tirer d'affaire, quoi. Mais à côté de ça, il faut voir on dit mais c'est curieux, il vend beaucoup de livres. C'est pas curieux. Tous les livres d'extrême droite se vendent comme des petits pains. Vous regardez la liste des reventes. Il y en a 5, 6, 7, ils sont tous au-delà de 100 000. C'est hallucinant. Et c'est pareil pour les chaînes de télé. CNews est devant tout le monde. Et quand ils apparaissent l'un ou l'autre à la télévision, il faut un carton. Donc ça veut dire quoi? Il y a un mouvement de fond qui présage d'une victoire du RN. C'est ça la vérité. Le candidat, les vainqueurs les plus probables maintenant, c'est le RN. Ils sont à 40% quand même. L'extrême droite est à 40%, comme était Mitterrand, comme était la gauche avant 81. Il était à 40% à peu près. Et ils ont gagné. Et là, c'est pareil. Donc, la question pour les autres partis, c'est quel candidat on va mettre en face. Et là, je dois dire qu'ils sont un peu faibles dans la réponse, quoi. Là, il y a un problème. Leur seule chance, c'est qu'il leur reste encore 16 mois pour essayer de réfléchir. 16 mois, quand même, non. Il reste un an pour... à peine un an. En réalité, il reste 12 mois. Il faut que dans un an, ils aient trouvé quelqu'un. Ah oui. Je voudrais juste 2 secondes me corriger. C'est pas Sophie des Déserts qui avait fait cette enquête formidable sur Jordan Bardella, c'est Nicolas Massol qui suit le RN à Libération et qui est formidable. Et qui est tous formidables. Libé. Sophie des Déserts est aussi excellente. Voilà. Merci à tous. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci à Flore Simon. Et merci à toute l'équipe technique. À très vite.